Brady, on le connaît tellement, tout le monde le connaît tellement. Et c'est vrai que l'envie, c'était de le faire redécouvrir. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Aujourd'hui, nous sommes donc en compagnie de Baya Kasmi. Bonjour Baya, j'espère que vous allez bien parce que nous, ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour Simon, mais moi aussi, ça me fait très très plaisir. Alors cette semaine, vous sortez votre deuxième long métrage de fiction, Youssef Salem a du succès. Michel Leclerc, votre mari, nous en avait d'ailleurs un petit peu parlé en juin dernier. Est-ce qu'on peut revenir déjà sur la genèse du projet ? Ah oh là là, elle est super complexe, mais j'essaye de la résumer. Je crois qu'avec Michel, on peut dire qu'on a pas mal écrit d'autobiographies mélangées à de la fiction qui ressemblait un peu plus à rien, mais on va dire où les proches se sont reconnus. Ouais. Où le public aussi a ressenti le fait que c'était une autobiographie. Je parle notamment du Nom des gens, mais aussi de mon premier film. Et disons que ce qu'a vécu Youssef, on l'a vécu, on l'a ressenti. Et moi, j'avais très envie de parler de ce que c'était que l'écriture, de ce que c'était écrire. Aussi, quand on est peut-être issu de l'immigration et que du coup, tout ce qu'on dit est censé être représentatif, alors qu'on a envie d'être un auteur tout simplement. J'avais envie de parler aussi de ce pouvoir que prend un auteur pour se libérer, mais du pouvoir qu'il prend sur sa famille et des questionnements que ça ouvre. Et voilà, et on s'est amusé avec Michel à écrire une sorte de film qui parle de l'autobiographie et qui, pour une fois, n'est pas autobiographique. Ah ouais, donc à l'inverse d'Augustin Trapenard dans votre film, il n'y a pas de Youssef Salem dans Baya Kasmi. Si, quand même, bien sûr, sur le personnage, oui, si. C'est certain, je m'identifie énormément à lui. Mais disons qu'on a fait attention de pas... Oui, d'inventer, en fait... sur les personnages, de cette fois de ne pas vampiriser notre famille. Alors, vous l'avez dit, vous travaillez de nouveau donc avec Michel Leclerc, comme d'habitude, j'ai envie de dire. La dernière fois, je lui avais demandé comment vous travaillez ensemble. Donc, j'ai envie de vous retourner la question. Comment on écrit un film à deux ? Je vais voir si vous répondez la même chose que lui. Ça dépend des jours, on ne répond pas toujours à la même chose. Non, il m'avait parlé que c'était beaucoup de discussions. Le truc, c'est que l'écriture, tous les deux, c'est qu'en plus, on vit ensemble, donc c'est un peu tout le temps. Donc, quand j'écris un de ces films, en général, c'est lui qui a l'idée, c'est lui qui écrit une dizaine, quinzaine de pages avant que j'arrive. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que j'essaye de conceptualiser le projet pour que quand il arrive, on ait un objectif commun un petit peu clair. Donc ça, déjà, ça aide. Et puis ensuite, par contre, une fois qu'on est partis tous les deux, il y a quelque chose qui est très... tout ce qu'on vit, tous les moments qu'on passe ensemble, une idée peut naître un peu n'importe quand. Il y a une vraie complicité qui fait que maintenant, on sait dénicher un peu les idées, les tirer les fils des idées des personnages. Et du coup, cette écriture, par exemple, était très joyeuse. On a mis du temps à conceptualiser, à comprendre comment on allait raconter l'histoire et à décider vraiment que le début du livre serait une vision cinématographique du roman. Ouais. Et ça, c'est une idée qui a libéré beaucoup l'écriture parce qu'une fois qu'on démarre par cette œuvre et qu'on rentre un peu dans la tête de l'auteur, il y a... ensuite, tout s'est déroulé par rapport à ça parce que nous, on avait envie de créer un jeu des 7 erreurs pour que le spectateur cherche qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et qu'ensuite, on est, en tant que spectateur, tout à fait conscient de ce qu'il a fait, de son crime en quelque sorte et de ce qui peut lui être reproché par sa famille, ce qui nous permet d'emporter les gens dans ses angoisses à lui. Ouais, ça marche super bien en tout cas, surtout du coup au début du film où on apprend à connaître la vraie version de la famille. Votre alibi avec Michel, il est bon, il est parfait, il m'avait répondu quasiment la même chose. Parfait, magnifique. D'ailleurs, vous parlez de cette ouverture, je trouve que c'est assez intéressant parce que vous faites de nouveau
usage de la voix off, et contrairement à vos précédents films où vous l'utilisez aussi parfois, cette fois cette voix off elle est vraiment incarnée à l'écran, puisque c'est Ramzy Bedia qui lit un passage du livre. J'ai trouvé ça plutôt intelligent, ce petit retournement de situation par rapport à la voix off que vous utilisez assez souvent. Oui, tout à fait, merci pour ce retour. Effectivement, je trouvais que, moi j'étais assez autocritique sur la voix off dans mon film, que j'aimais pas, que je trouvais, du coup c'est un peu ces espèces de comment expliquer, dans tous les films on a l'habitude qu'un personnage nous raconte sa vie et on l'accepte peut-être en tant que spectateur, mais ça me suffisait pas, j'avais envie que ce soit intégré à l'histoire. Ouais. Sinon elle virait la voix off. Bah ouais, parce qu'au début je me suis même dit ça fait très Le Nom des gens, on retourne sur l'ouverture du Nom des gens, et j'ai trouvé que ce petit twist fonctionnait plutôt bien. Oui, il permet d'apporter quelque chose, mais c'est vrai que de toute manière il y a une structure, on se rend compte après coup qu'il y a une structure commune à tous les films, c'est-à-dire que le film est chargé toujours d'un passé, ou d'une œuvre ou d'un passif. Et on a tendance, à avoir des intros très longues et nécessaires au film. Et je ne sais pas si on fera ça à chaque fois, mais... En tout cas, moi j'ai toujours trouvé que ça fonctionnait, ça met tout de suite dans le bain et ça impose votre patte, votre style. C'est quoi le choc toxique ? Pourquoi ce titre-là ? Le choc toxique, moi je trouve que c'est mystérieux, effrayant. Ça fait un peu médical, mais en même temps... ça m'est venu tout seul en fait, parce qu'en fait cette histoire m'a été racontée par une scénariste, auteure et amie qui s'appelle Nadia, et elle m'a raconté ça, mais il y a des années, parce qu'on parlait de la pudeur du puritanisme, etc. Et de comme c'était compliqué parfois d'aborder le sexe, et elle m'a raconté que ses cousines lui avaient raconté ça quand elle était en vacances à Constantine, parce qu'on allait toutes les deux tous les étés là-bas, et j'ai tellement aimé cette histoire qu'en fait je l'ai un petit peu transformée, disons qu'elle m'est revenue en tête sans arrêt, qu'à un moment elle s'est imposée, cette légende urbaine en fait s'est imposée comme étant le début du roman de Youssef, et à partir de là du coup, j'ai essayé de la transformer en mythe, en mythe fondateur, un petit peu à la Adam et Ève, et en même temps que ça garde un peu cette espèce de côté poison médical, comme si ça avait une réalité dans sa vie, que ça pouvait remplacer un peu les angoisses qu'on peut avoir sur le sida, les maladies vénériennes, ces espèces de punitions divines qui nous empêchent de prendre du plaisir dans la vie. Et alors c'est assez intéressant que en fait vous intéressez au monde littéraire, mais il y a quand même une place qui est très importante à l'oralité dans votre film. Tout sonne assez juste, très vrai. Les situations que vous montrez à l'écran, du coup, vous les avez vécues pour certaines ? Disons que j'ai essayé de je crois que quand on veut faire des films, il y a un vrai désir on va dire de rendre visible pour les autres et peut-être de rendre éternel aussi des ambiances, des situations, un peu l'âme aussi de certaines personnes qu'on a envie de garder. Donc moi j'avais envie de retranscrire notamment ce que c'est qu'avoir une famille nombreuse. Et donc ça oui, je l'ai connu. Ces espèces de disputes derrière les parents, le chuchotement, cette espèce d'amour qui peut ressembler parfois à de la bagarre, le mélange entre... typiquement les relations frères-sœurs, à 10 ans, on se griffe et on s'arrache les cheveux pour la télécommande, et des années après, on continue finalement à pouvoir être d'accord sur rien, à continuer à s'aimer, et à avoir l'impression en même temps qu'on est imbriqués les uns aux autres, et que la connerie qu'a fait le grand frère en écrivant ce livre, elle va impacter toute la famille. Et le « C'est beau la France » de la mère de Youssef, ça vient d'où ça ? Ça vient de mon père. Ça vient de mon père. Ah ouais. Il dit pas « C'est beau la France » parce que ça c'est peut-être une idée d'auteur qu'on invente autour de ça, mais partout où il va, il habite en France depuis, je sais pas moi, maintenant 40 ans.
Non, 50 ans, peut-être 50 ans sûrement. Et il aime tout. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un regard de quelqu'un qui est arrivé et qui voit sans cesse ce qui est beau. Ouais. Ce que nous, on n'a pas quand on est né en France, qu'on soit d'origine ou pas d'origine. La France, c'est le truc qu'on a, quoi. C'est acquis, logique. C'est à la naissance. Et puis on peut. Et puis si on va au Japon, aux États-Unis, on va peut-être regarder ça avec des yeux gourmands. Et mon père, il a cette gourmandise pour la France qui n'a jamais cessé d'être. Pour la France, pour la langue française, pour l'organisation des poubelles, l'organisation des marchés, l'organisation de tous les pattes. Et alors, toujours dans la continuité de ce réalisme, je me demandais s'il y avait quand même aussi de la part d'improvisation provenant des comédiens. Est-ce que vous laissez cette place-là ? En fait, j'essaye de la réduire au maximum. C'est-à-dire, je veux absolument qu'ils se sentent libres dans leur corps, qu'on puisse chercher ensemble sur le plateau, quoi, pour que ça soit le plus vivant possible. Ils amènent énormément de vie. Et ça, je les laisse faire, je les pousse à aller vite, à se monter les uns sur les autres quand ils parlent, à parler en même temps. Et toute la technique est au service de ça pour qu'on arrive à recréer cette vie. Par contre, j'aime pas trop qu'il y ait beaucoup d'improvisation au sens strict du terme, c'est-à-dire que on peut changer des choses, il y a une vraie liberté, mais comme le texte est très écrit avec Michel, qu'on a vraiment des punchlines, des façons de parler des personnages qu'on veut garder et qui ne se marient pas bien avec le langage parlé habituel, c'est-à-dire que en plus quand ils disent les dialogues, les comédiens, moi je les empêche de rajouter des mots d'introduction, des E, des A, j'ai envie que ça aille très vite. Donc c'est une écriture particulière qui se marie pas bien avec l'impro pure. Par contre, ce que j'adore, c'est qu'il y a certaines scènes et certaines idées qui viennent des comédiens, qui viennent de lectures qu'on fait en amont. Alors parfois, la plupart du temps, des lectures avant le tournage. Le tournage, ouais, ça c'est plus confortable parce que du coup, tout ce qui me plaît dans ce qui est né de ces lectures, je peux le rajouter tranquillement, le travailler et eux, ils peuvent l'apprendre. Mais il y a certaines scènes aussi qu'on a retravaillé sur le plateau, comme la scène de la piscine, par exemple. Ok. Avec du coup Ramzy avec Bedia. Dima Lapont. Et Ramzy Bedia, ouais. Oui, parce qu'on avait des tas de... Voilà, on trouvait la scène peut-être trop écrite, trop évidente. Ouais. On avait des tas de problèmes aussi liés au nombre de tenues qu'on avait, au temps qui pourrait rester dans la piscine qui n'était pas chauffée. Et on a travaillé avec les deux comédiens pour que ça soit que ça soit dans l'énergie tout le temps. D'accord. Le plus énergique possible. Et du coup, les dialogues ont beaucoup bougé, mais malgré tout, on les a réécrits avant. Et laisser parler les comédiens, tout ça en même temps et tout, c'est pas une galère pour le mixeur son après? Ça va? Si, ça fait partie. Après, le mixeur, il a fait un son très dynamique et il aime beaucoup ça aussi. Heureusement, j'ai un ingé son sur le plateau qui travaille hyper bien avec plusieurs perches aussi, DHF, mais c'est un enjeu fondamental. Oui, il faut. Et parfois, on travaille aussi fenêtre fermée dans la chaleur pour pouvoir retranscrire ça et avoir la liberté du son. Alors on va s'intéresser un petit peu à votre casting. Déjà, est-ce que vous avez écrit le rôle de Youssef Salem en pensant à Ramzy Bedia? Parce que j'ai l'impression que ça lui va ravir. Ouais, j'ai écrit en pensant à lui depuis le début, depuis presque la première minute, parce que j'étais en train de tourner avec le film. Donc le film est sorti et j'ai commencé à écrire cette histoire dans votre précédent mon film, mais du coup c'était il y a 7 ans. Ouais. J'ai commencé à écrire ces 20 pages, cette histoire, et en même temps je faisais des dates avec Ramzy. Et dès la première seconde de l'idée de l'écrivain un peu alcoolique, un peu je m'en foutiste et en même temps hyper aimant envers les autres, qui les regarde. J'ai tout de suite su que ça serait un beau rôle pour lui. J'avais ce désir depuis le film de lui redonner un rôle et lui donner un rôle plus imposant pour qu'il puisse aussi libérer un peu tout ce qu'il a à donner et
et il n'a pas toujours la possibilité, je trouve, dans les films de le faire. Ouais. Parce qu'il a plein de facettes. Une facette très drôle, une facette très dramatique. Il y a son corps que j'avais envie de filmer aussi, parce qu'il a un corps très particulier, très grand, dégingandé, en même temps assez puissant. Je pense que c'est un des acteurs, enfin moi c'est un acteur qui me fait penser aux acteurs des années 70, parce que beaucoup d'acteurs français aujourd'hui sont plus petits, plus chétifs, disons chez les stars, et lui il a ce truc très physique à l'ancienne. Moi je pense aux hommes, aux stars avec qui j'ai grandi, et Ramzy il me rappelle ça. Et j'ai l'impression que ce que il là va beaucoup aussi avec le choix de son costume à Youssef Salem, et c'est cet impair que Ramzy porte quasi en continu. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix? J'ai trouvé ça très intelligent. Déjà, j'ai un petit kiff Colombo. Ouais. C'est vrai que c'est le Colombo de l'écriture. Ouais, c'est quasiment Colombo. Non, c'est un travail qu'on a fait avec Elsie, la costumière, qui est géniale, qui a toujours des belles idées. En tout cas, on a fait plein d'essayages et on cherchait vraiment à lui créer, à ce qu'on voit plus Ramzy Bedia, qu'on voit vraiment un personnage, parce que Ramzy, on le connaît tellement, tout le monde le connaît tellement intimement, quoi, depuis qu'on est petit, on le connaît tous. Même moi, j'ai envie de dire depuis que je suis petite, alors que j'ai que 5 ans de moins que lui. mais ces 5 ans, c'était déjà mon adolescence. Enfin, il a été connu si tôt que finalement, j'ai l'impression qu'à 17-18 ans, je le connaissais déjà par cœur. Et c'est vrai que l'envie, c'était de le faire redécouvrir. Et le costume, la façon dont il s'exprime, tout a été travaillé aussi avec lui pour qu'il soit à la fois lui-même et à la fois très différent, qu'on le regarde avec des yeux neufs. Et alors pour le reste de la famille, vous avez casté tout le monde comment? Alors mis à part, j'imagine Mela Bedia qui, elle, c'est logique, c'est la sœur de Ramzy, mais c'était aussi prévu de la prendre dès le début? Oui, mais c'était la logique, pas logique en fait, bizarrement, parce que quand on a commencé à parler de la famille, j'avais des idées et j'en ai quand même parlé avec lui. Ouais. Et la première fois que j'en ai parlé avec lui, il m'a donné le nom d'autres comédiennes. Et en fait, il n'a pas eu l'idée de faire ça. Et même peut-être ça gêné. Dans l'idée, ça l'aurait gêné. Et moi, je trouve ça beau aussi. Ça l'aurait gêné, à mon avis, de dire demande à ma sœur. Enfin, c'est pas dans son idée. Il n'a jamais fait ça. Mais moi, ça faisait un petit moment qu'on écrivait en pensant à elle, en se disant qu'elle serait la meilleure. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que ça t'embête? Est-ce que ça te dirait quoi de travailler avec elle? Parce que je connaissais pas leur rapport. Et je connaissais pas Melha du tout. Et j'étais très très heureuse de la rencontrer, de bosser avec elle, parce que c'était un coup de cœur. Et elle a dit oui très vite, puis elle m'a surtout dit merci de me payer pour que je gueule et que je tape mon frère. C'est merveilleux. Et le reste de la famille, du coup? Et le reste de la famille, alors Oussama Kedam, j'avais travaillé avec lui sur une série qui s'appelle Le Grand Bazar. Ouais. Et c'est un acteur que j'adore. Et il jouait dans La Lutte des classes aussi. Il joue dans La Lutte des classes aussi. C'est même là qu'on l'a rencontré, je pense, en premier. Et c'est un acteur, c'est un acteur que j'adore. Je savais qu'il se marierait bien avec Ramzy et avec Melha. Et Caroline, c'est la dernière que je suis allée trouver, à qui je suis allée demander. C'est pour composer La Fratrie. Je l'avais vue en fait 2-3 ans avant, parce qu'elle est metteuse en scène de théâtre. Maintenant, elle dirige le TNS, le Théâtre National de Strasbourg. Et je l'avais vue à la dernière de Saigon, sa pièce. D'accord. Enfin, son avant-dernière pièce. Et j'étais tombée folle de cette fille. Ça ne s'explique pas, hein. Des fois, quand on est réel, on a envie de filmer quelqu'un. Et en fait, elle est venue saluer avec ses comédiens. Elle ne joue pas d'habitude. Et je me souviens qu'à l'époque, je me suis dit, je rêve de la faire tourner un jour. Et là, son visage m'est revenu. Je me suis dit, mais en fait, ça va coller physiquement, ça va coller dans l'énergie. Et je l'ai appelée, et puis on s'est rencontrés. Elle m'a dit, mais je joue pas. Bon, moi, ça me paraissait naturel, parce que quand on dirige des comédiens, comme elle le fait tout le temps sur des plateaux, on sait jouer de toute manière. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'elle fonctionne super bien aussi, cette fratrie. Noémie Lovski était également au casting avec un rôle assez haut en couleur. Est-ce que vous pouvez là aussi nous en parler? Oui, Noémie, moi je suis fan de son travail en tant que réalisatrice et en tant que comédienne, bien évidemment, dans
les films de Riyad Satouf, les films de Desplechin, les films de Noémie, les films de Valéria. Donc c'est vraiment une comédienne dont je suis fan depuis longtemps et qui nous accompagne tous. Et j'avais envie, je sais pas, l'idée en fait de ce duo avec qui Ramzy. a l'air comme ça mal étrange et qui en fait est assez naturel parce qu'ils ont des tas de points communs sur leur façon de voir la vie. Je trouve que ces deux comédiens, Ramzy et Noémie, qui sont capables d'aller partout, à la fois dans le cinéma populaire, à la fois dans le cinéma d'auteur, et qui sont deux grands angoissés. Enfin, on sent ça chez eux, et on sent la fantaisie, l'énergie en fait qu'ils libèrent, alors que cette énergie, elle est fondée aussi sur de l'angoisse, et ça j'aime beaucoup. Ouais, et alors, comme d'habitude, là aussi, on peut noter votre présence à l'image, ainsi qu'à votre mari. C'est quoi le but de ces petites apparitions ? C'est quoi ? C'est pour vous faire plaisir ? Je saurais pas trop dire parce qu'on n'a pas du tout commencé comme ça, alors qu'on était tous les deux, ça nous amusait de jouer, on avait joué dans nos courts-métrages, ouais. Mais voilà, c'était pas sérieux, il fallait travailler avec des vrais acteurs et nous-mêmes, on se le disait qu'on n'était pas bons. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on apprend. Moi, j'ai joué... c'est Michel, en fait, qui a commencé à me faire jouer des rôles. Et puis, j'y ai pris goût. Ouais, dans la lutte des classes, vous êtes assez importante, déjà. Exactement. Moi, j'avais adoré votre rôle. Merci, c'est gentil. Non, mais ça m'a permis de faire des expériences extraordinaires, de jouer avec Ramzy, de jouer même une petite scène dans Monsieur Sim avec Jean-Pierre Bacri. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est des petits moments comme ça d'énergie, de shoot d'énergie pure où on se dit oh là là mon Dieu, pourvu que je gâche pas le film de Michel. Et on se donne à fond et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et là j'avais envie aussi de lui rendre l'appareil et je crois qu'il s'est beaucoup amusé. Maintenant il veut des rôles, je suis mal. Aïe, des rôles plus importants aussi. Ouais, c'est ça. Comment vous abordez votre mise en scène de l'humour ? Comment on met en scène l'humour ? C'est quoi votre approche à l'image ? Pour moi, alors à l'image, je réfléchis sur le rythme, à la fois à l'écriture, quand je filme et quand je tourne et quand je monte, je réfléchis déjà en premier lieu au rythme, mais c'est pas au tournage, enfin c'est pas les choix de cadre et les choix d'image qui font la comédie. C'est plutôt parce que moi quand je cadre un comédien, là en l'occurrence que ce soit Ramzy ou les autres comédiens, j'avais envie surtout qu'il y ait de la vie et j'avais envie qu'il soit beau. C'était important qu'il soit beau et puis qu'on puisse pénétrer un petit peu dans leur tête. Et je crois que dans tous les plans où il y a Youssef, où il y a Ramzy, on est vraiment avec lui, on est vraiment dans sa tête. Donc ça c'est un travail de l'image, mais sur la recherche que je fais sur le plateau, c'est vraiment la sincérité des comédiens. Et une forme d'urgence, donc ils doivent aller très très vite. Pour pas que moi j'ai besoin d'essayer de rattraper à l'image en bougeant comme une malade. Non, c'est des comédiens dans l'image qui doivent bouger le plus vite possible, même si nous on peut être dynamique. Je pense que c'est un personnage qui court, qui fuit, qui est dans l'angoisse permanente, donc il fallait de toute manière qu'il y ait un rythme fort des comédiens. Okay. Et à partir de là, c'est la sincérité. Ils doivent être premier degré dans ce qu'ils vivent, tous. Si on sent qu'un comédien a un petit recul sur lui-même, essaye de nous faire rire, c'est parce que Youssef est très angoissé qu'on rit. Et tout se joue là-dessus. Il est entouré de gens hauts en couleur, qui eux-mêmes sont très sincères parce qu'ils jouent leur vie. Même le personnage le plus, entre guillemets, absurde, bigger than life, qui est joué par Lies Salem, et qui est un ancien candidat malheureux de Kolaboa, qui est une sorte de parodie de Koh-Lanta. Même lui, il est extrêmement sincère. Il croit vraiment qu'il a vécu un complot, qu'il a été éliminé parce qu'il est arabe. Et s'il n'y a pas cette sincérité, ça ne fonctionne pas.
En tout cas, avec lui aussi, ça fonctionne très bien. C'est vrai qu'on rigole beaucoup avec Rachid dans ce film, avec ce personnage. À quel moment on choisit de tourner un film à Port-de-Bouc, quand même, je me dis? Moi, c'est une grande découverte pour moi, Port-de-Bouc. Je ne connaissais pas cet endroit de la Terre. En fait, au départ, je voulais tourner à la Reinerie, au Mirail, parce que je suis toulousaine. Ouais. Et que j'imaginais une petite cité qu'on puisse visualiser physiquement, qui soit grande et pas grande, où on puisse sentir une géographie. Ouais. Contrairement à Paris, où Paris, on est petit au milieu de la ville, j'avais besoin d'un lieu un peu plus clos. C'est intéressant parce que là, du coup, ça ouvre vers la mer, Port-de-Bouc, à l'inverse. Voilà. Et la Reinerie ouvrait sur un lac. D'accord. Je crois que c'est ça qui m'a... Et quand finalement on a fait le film avec la région PACA, j'ai visité beaucoup de cités, même une bonne quinzaine. Et puis j'ai craqué totalement sur Port-de-Bouc parce que c'était une petite cité tranquille, parce que c'était à la fois magnifique et à la fois très populaire. C'est vraiment une cité très populaire, avec des tout petits apparts. Et d'ailleurs, à la technique, au début, on m'a dit non, ça va être trop petit, ça va être trop compliqué. Et je pense que l'équipe en a chié, pour le dire vulgairement. C'était pas facile, parce que c'était petit, parce que la scène dans la cuisine, c'est vraiment une pièce de, je sais pas, de 9 mètres, 10 mètres carrés. Et quand on met une caméra avec un objectif scope là-dedans, plus un ingé son, plus 4 comédiens, plus une réalisatrice, on a très chaud, on est très collés les uns aux autres. Et c'est pas facile. Mais moi, j'aime bien ça. Donc voilà. Ce qui est marrant, c'est que c'est la cité où a été tournée... Bac Nord, non? Bac Nord, ouais. Et je trouvais ça hyper marrant après coup, parce que j'avais pas vu le film quand j'ai tourné. Ouais. Et quand j'ai vu le film au cinéma, après la fin de mon tournage, j'ai trouvé ça vraiment hyper marrant, le gap entre... l'image de la cité dans les deux films. C'est deux représentations complètement différentes. C'est pas mal, ils avaient besoin d'avoir une autre représentation, puisque je comprends, Cédric Jiménez, il a recréé, je sais pas, un fantasme de façon totalement angoissante de ce qu'on pourrait imaginer que sont les quartiers nord, qui sont pas faciles, quoi, les quartiers nord de Marseille. Et il en a fait... du cinéma un peu en mettant des gens cagoulés partout. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir une version qui ressemble plus à la réalité, qui est ce petit lieu assez tranquille en fait. La ville a son importance aussi parce qu'on vous filmait de nombreux trajets de Youssef entre du coup Port-de-Bouc et Paris en TGV. Ça symbolise quoi ces passages du film? Pour moi, c'est vraiment un personnage qui a le cul entre deux chaises, qui est un peu, qui vient d'un univers. Maintenant, on dit que voilà, c'est le fameux concept du transfuge de classe. C'est quelqu'un qui vient d'un univers très populaire, qui a eu des parents, un père ouvrier, une mère femme au foyer, et finalement, il est plus tout à fait de ce monde-là depuis qu'il vit à Paris. Et on sent aussi, quand il est accueilli dans le monde littéraire, quand ça commence à marcher pour lui, qu'il n'est pas non plus vraiment du monde littéraire. Il n'a pas vraiment les codes non plus. Donc il est un petit peu entre les deux, et c'est toujours agréable de voir un personnage. Enfin, en tout cas, moi, ça me passionne dans la vie. C'est ces moments où on est un peu funambule, on est un peu entre les deux, et ça nous permet aussi de voir des choses différentes, de montrer des choses différentes. Donc c'est un personnage tiraillé. En plus, c'est un personnage fondamentalement qui vit sur le mensonge. Ouais. Et c'est son éloignement géographique qui lui permet d'entretenir ça. Voilà. Il a une vie fantastique. Ses parents imaginent une vie, il n'a pas du tout la même vie. Et moi, j'avais envie qu'on sente les allers-retours avec le train, parce que moi, j'ai fait ça toute ma vie, ces allers-retours entre la famille et Paris, et où en province, comme disent les Parisiens, on imagine Paris de façon totalement différente. Et on se fait des films un peu sur Paris. Et j'avais envie de montrer ça un peu banalement, aussi, parce que je trouve que on le raconte pas assez, c'est tous ces gens qui
qui viennent d'une région et qui montent à Paris pour le travail. On parlait du personnage de Youssef. Je trouve que vous avez un regard aussi très corrosif souvent sur vos personnages. Vous les épargnez pas, même vos personnages principaux, mais il y a aussi les personnages liés aux médias, tout ça. C'est quoi l'objectif de vos films quand vous faites ça? C'est questionner ces représentations de personnages? Oui, parce que en fait on fait de la comédie et le but c'est d'abord de rire. Mais notre façon peut-être de faire rire, c'est d'aller chercher tout ce qui nous angoisse, tous les malentendus en fait qu'on peut remarquer et qui nous angoissent vraiment dans la société, dans les familles. Et quand on part des angoisses pour essayer de faire rire et pour essayer de dédramatiser, de fait, on fait un cinéma aussi un petit peu politique. Et on essaye aussi de décrire les hystéries, les gens qui s'écoutent pas, les tensions que nous on peut voir partout à la télé, dans la rue, dans les salons des familles. Ce côté malentendu il recoupe bien aussi avec quelque chose qu'il y a souvent dans votre cinéma. Pour moi, c'est un cinéma des non-dits, et là on est clairement dedans. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette thématique-là aussi? Notamment là, vraiment, en plus avec un héros qui est écrivain, il y a vraiment cette sensation que je partage, que Michel partage aussi, je crois, avec le personnage de Youssef, c'est qu'on écrit toujours sur ce qui n'est pas dit, sur ce qu'on n'a pas pu dire. D'ailleurs, souvent dans les familles, les auteurs, les gens qui écrivent, sont chargés de tout ce qui n'a pas été dit. Il y a quelqu'un à un moment dans une famille où il y a des secrets, où il y a des vides, où il y a toujours quelqu'un qui doit les écrire. Qui doit raconter ces histoires. On est chargé de ça. Petite question, parce que là je suis curieux, mais je pense que vous commencez à le voir. Votre film il est chapitré. Pourquoi vous avez fait le choix d'un fond aussi avec de la fumée pour chaque transition? Alors c'est des essais caméra qu'on avait fait. J'aimais beaucoup je peux pas vraiment dire ce que c'était. Oui, c'est des essais caméra qu'on a fait. C'est purement esthétique, quoi. C'est pour ça que vous avez apprécié, c'est le côté esthétique de ce que ça faisait, et c'est ça qui vous a... J'ai adoré, en fait, l'esthétique m'a tout de suite frappée, parce que moi, je voulais du chapitrage. Le film était écrit en chapitrage, mais on ne savait pas quelle forme ça prendrait. Donc, on a fait des tas d'essais, et cette image-là, pour moi, représentait l'espèce de tension intérieure qu'il y avait. Moi, ça me rappelait les tests de Rorschach, l'espèce d'intériorité de quelqu'un qui est complètement pris au piège, en fait. Et ça génère cette tension, et ça, c'est magnifique, c'est que l'image, parfois, amène des choses inconsciemment qu'on n'a pas besoin d'écrire. Et voilà, du coup, c'est ces plans-là qu'on a gardés, et ça m'a permis aussi d'amener la forme du roman au livre et d'amener de l'écrit dans le film. Ok. Et puis il y a même tous ces passages aussi où, au tout début et à la fin, où Youssef tape ses idées, tout ça, qui fonctionne très bien. La salle était d'ailleurs très réceptive sur ces moments-là. Mais surtout à la fin, en fait, quand il essaye de réécrire quelque chose, je ne peux pas en dire plus, mais je suis très très joyeuse de ça, parce que je sens que les salles sont dans la tête de Youssef, et ils sont comme lui, ils sont à l'intérieur, quoi. Ils sont en train d'écrire, et puis à chaque fois qu'il efface, ça génère un rire, parce qu'ils comprennent. C'est comme si on était rentré dans son intériorité d'auteur. Et ça, c'est une grande fierté pour moi. Vous avez des premiers chiffres d'ailleurs sur la première semaine d'exploitation? Oui, des premiers chiffres. On devrait faire un peu plus de 70 000 entrées dans la première semaine. D'accord. Et vous attendiez à quoi? Je sais pas à quoi on s'attendait. Moi, j'ai été très mal habituée avec les films de Michel à faire quelques gros succès. Là, je crois que de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de place avec Avatar et Babylone et d'autres films. Le nombre de mais la fréquentation des salles est super. On sent un bouche à oreille qui commence à monter. Donc, j'étais pas super contente le premier jour.
Mais là, ça va monte, et crescendo. j'espère que ça va continuer pour que le film puisse durer dans le temps. Ouais. Bah je pense, C'est le truc le plus génial. avec ce genre de film là, c'est là aussi on voit le truc de si ça a bien fonctionné, c'est pas forcément sur des chiffres hyper élevés, mais sur un bouche à oreille qui ferait aller crescendo. Donc on vous le souhaite. C'est ça. Est-ce que vous Et ça marche vachement dans le sud. Ah. Et à Paris. Ah bah ouais, mais en même temps c'est un film qui se passe entre Paris et le sud, donc voilà. C'est ça, puis il y a des accents, je pense que ça, du coup c'est, peut-être ça touche plus pour l'instant les sudistes. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de votre collaboration avec Alexandre Saada à la musique? Oui, comment ça s'est sûr. passé? Moi j'adore la BO de ce film, donc il y a la musique originale qu'a fait Alexandre Saada, que je trouve sublime et j'espère qu'elle va fonctionner. Et il y a les chansons de Bachar Mar Khalife, que j'adore, et qui a eu la gentillesse de nous offrir, de nous laisser prendre ses musiques. Et les deux se marient très bien. En fait, au départ, Alexandre Saada, qui a fait plein de musiques de films, qui est plutôt pianiste de jazz, et il fait partie aussi de plein de formations différentes, parce qu'il a aussi écrit un album de chansons. Il trouve que le truc génial, c'est que je l'ai connu parce que nous étions des parents d'élèves d'école primaire. C'est toujours cool de rencontrer un super musicien dans ce cadre-là. Ouais. Et j'ai eu envie de lui demander. Et en fait, au départ, il devait écrire de la musique de film pas du tout orientale. Ok. Et puis quand on a pris quelques chansons de Bachar, on a essayé d'autres choses avec Alexandre. Et en fait, on s'est dit non, on va faire vraiment une BO totalement orientale. Et lui, ça lui parlait aussi parce que lui, les deux parents, enfin, sa famille est d'origine juive tunisienne et algérienne. Ok. Et d'ailleurs, il a un groupe où il reprend les chansons des grandes chanteuses égyptiennes, algériennes, etc., du Chabi, de toute de l'époque des grandes chanteuses. Et il reprend ça en jazz orientalisant, en version musicale. Et ça l'intéressait vachement de faire ça. Et on s'est éclatés. Bon, en tout cas, là aussi, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, je sais pas si vous l'aviez vu, mais la musique de Bachar Mar Khalife, elle était aussi utilisée dans un autre film d'un réalisateur qui a fait polémique, Mes frères et moi, et qui se passait aussi dans le sud. Donc, c'est assez marrant. C'est vrai. C'est vrai. Et je dois dire que ça m'a fait hésiter au départ. Ouais. À lui demander. D'accord. Et puis, parce que je l'ai su après, en fait. Ok. Après avoir mis la musique. Et ensuite, j'ai vu, on m'en a parlé, j'avais pas vu le film, j'ai vu des extraits de la bande-annonce où on l'entend. Yann Nas était carrément sur la bande-annonce. Ouais. Et là, j'ai flippé. En fait, j'ai vu le film qui n'utilise pas du tout la musique de la même manière. Parce que cette chanson-là, en fait, est au début et à la fin, alors que nous, elle est dans le cœur du récit, elle raconte pas du tout la même chose. Et du coup... quand on aime, quand on est attaché, de toute façon, Bachar, c'est un grand quoi. Et sa musique sur des images, quand ça colle, ça apporte beaucoup de choses. Et ça apportait beaucoup de choses au film. Ouais, ça donnait un rythme. Je me suis dit, après tout, le temps passe, les films vivent, et voilà, il y a beaucoup de films qui reprennent des musiques. J'ai décidé de fermer les écoutiers et de prendre cette musique quand même. Est-ce que vous travaillez du coup actuellement sur un nouveau projet? Oui. Ou sur plusieurs? Oui, je suis en financement d'un autre film. D'accord. J'espère faire. Un long métrage de fiction là aussi, du coup? Un long métrage de fiction qui n'est pas franchement une comédie. Ok. Mais où j'espère il y aura quand même beaucoup de vie. Bon, j'arrive à le faire. On vous souhaite bon courage. Toujours coécrit avec Michel Leclerc? Oui, j'espère que... non, celui-là n'est pas coécrit avec Michel Leclerc, il est coécrit avec Olivier Adam. D'accord. L'écrivain. Ok. Mais j'ai des projets avec Michel Leclerc, bien sûr. Pour moi et pour lui, mais qui sont en cours d'écriture. Et voilà, j'espère que... Mais heureusement, sur le film, j'aurai
je serai aidée par des techniciens, ça sera moins compliqué qu'aujourd'hui. Et est-ce qu'on vous verra tourner dans d'autres films en tant qu'actrice aussi pour d'autres réalisateurs et réalisatrices? Vous avez eu des propositions? J'aimerais beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la saison 2 de Jeune Égolerie. Ok. De Agnès Surstel et Chloé Bailly. Et puis sinon, ça fait longtemps que j'ai pas tourné dans un film. Ouais. J'ai quelques propositions, mais les films ne se sont pas faits encore. Ok, bon j'ai hâte. On suivra ça. Merci. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué et dont vous voudriez parler? Moi, j'ai envie de parler de Petite Nature. Ok. Que j'ai vu à la maison, qui a pas fait beaucoup d'entrées. Ouais. Et qui est un film assez extraordinaire. En fait, je vais parler, parce que j'ai vu plein de films que j'adore, plein de films que j'aime moins, mais j'ai envie de parler de 2 films, parce que c'est les Césars demain, 2 films qui n'ont pas été vus par beaucoup de monde, ou même 3, qui n'ont presque pas été vus, parce que sinon je pourrais citer plein de films de l'année que j'ai adorés. Mais c'est Petite Nature, avec un acteur magnifique, beaucoup d'émotions, un naturalisme pas du tout très lumineux en fait, pas du tout plombant et en même temps violent quand même. Et Falcon Lake que j'ai beaucoup aimé aussi. Ok, de Charlotte Lebon. Ouais. 2 films qui n'ont pas fait assez d'entrées à mon avis. Bon, au moins, vous les recommandez aux gens qui nous écoutent et peut-être qu'ils iront se lancer dedans. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup en tout cas, Yasmine, d'avoir répondu à nos questions. On espère que votre long métrage aura autant de succès en salle que Youssef Salem dans votre film, parce qu'il le mérite. Merci, c'est très gentil. Can she be late for her cinema show? Cinema show.